Après 3 thématiques consacrées à la justice au Maroc, nous voulions aborder un des aspects non des moindres qui concerne en effet le système judiciaire marocain, à savoir celui qui peut le pousser, l'amener à une situation meilleure aujourd'hui ou dans le futur à celle qu'il a connue dans le passé. Savoir les réformes judiciaires qui seraient judicieux justement de mener pour justement améliorer la situation du système judiciaire marocain. On a fait référence en début de nos échanges, justement, dans première partie consacrée au bilan, à la situation actuelle. Et on s'est intéressé en effet aux défaillances, et en particulier les défaillances qui étaient plus marquées, plus prégnantes en quelque sorte dans le système judiciaire marocain, dans son volet pénal. Alors, je voulais qu'on consacre tout d'abord un volet non négligeable à cette réforme du code pénal et du système judiciaire marocain dans le traitement qu'il a des affaires pénales. Justement, ce volet tout d'abord, ensuite on passera à d'autres aspects qui ne sont pas non plus négligeables. Alors merci, effectivement, il est difficile d'évoquer le sujet des réformes tellement elles sont importantes et diverses et variées. Effectivement, comme vous l'avez bien dit, le problème de la réforme du droit pénal et de la procédure pénale font partie de ces points extrêmement importants. Il y a également le problème des moyens alloués à la justice dont on aura l'occasion de discuter. On aura l'occasion de discuter d'autres domaines du droit qui ont besoin d'être réformés, je dirais, en urgence. Mais pour commencer par ce point, et je vous remercie de l'avoir noté, le point du droit pénal et de la procédure pénale, nous avions dit en introduction, au début de cette série de thèmes, que le Maroc était très mal noté par les organismes internationaux en matière de politique criminelle et de droit des accusés en matière pénale. Donc effectivement, en ce qui concerne ce fameux droit pénal et cette procédure pénale, on observe, on l'a dit et répété, qu'ils sont liberticides et qu'il faut les améliorer. Alors, d'aucuns diront que une justice pénale très forte et exemplaire, avec un aspect répressif très prononcé, est l'idéal. On peut leur répondre que nous pouvons avoir une justice pénale exemplaire, efficace, protectrice des victimes, mais dans le respect des droits de l'homme, dans le respect des conventions internationales et dans le respect de l'être humain tout court. Pour donner quelques exemples, en matière de code pénal, aujourd'hui encore au Maroc, on peut aller en prison pour presque n'importe quoi, il faut le dire. Que ce soit en matière de liberté de la presse, que ce soit en matière de mœurs. Et quand je dis en matière de mœurs, il y a certains délits qui sont réprimés comme ils l'étaient dans des puissances occidentales au siècle dernier. Je pense à l'adultère, je pense à l'homosexualité, et j'en passe. Et il y a d'autres exemples pareils. En matière de procédure pénale, je pense au régime de la garde à vue. Aujourd'hui, un PV de police fait encore foi devant les tribunaux. Une fois qu'il a été signé, une fois que des aveux ont été passés, il est très difficile de revenir dessus devant le tribunal. Dans un système idéal, dans un système un peu plus avancé, le parquet et donc l'accusation serait devant le juge au même niveau que la défense, ce qui n'est pas le cas, ce qui n'est absolument pas le cas au Maroc. Le parquet est supérieur à la défense. Le parquet a une longueur d'avance vis-à-vis du juge. Le juge aura plus tendance à croire ce que dit le parquet, l'accusation, plutôt que la défense. Donc il y a un équilibre en matière de droit de la défense, dans le code de procédure pénale, qui est loin d'être achevé. Je pense également à la détention préventive. Il ne me semble pas que les statistiques aient changé, mais jusqu'à très récemment, 50% de la population carcérale était en attente de jugement. Donc, si on respecte
le principe sacro-saint de la présomption d'innocence, même si on n'a pas encore de preuves contre vous, on n'a pas encore de preuves formelles, vous allez quand même séjourner en prison. Ce qui est scandaleux. Je voudrais juste signaler une petite anecdote qui me semble toujours d'actualité. Dans la formation des magistrats français, à l'école de la magistrature, ils vont passer un stage d'1 semaine ou de 15 jours, je ne sais pas, en prison, pour voir comment c'est. Et ça leur donne une idée sur l'incarcération et à quel point c'est une mesure grave. Parfaitement, justement, la transition est toute faite. La question sans détour que je voulais vous poser succinctement, enfin, par rapport à ce que vous venez de dire, justement, c'est tout simplement, est-ce qu'il faut envisager dans le code pénal des peines alternatives à l'emprisonnement? Est-ce qu'il est possible, est-ce que d'autres pays procèdent différemment en ce qui concerne la sanction qui est apportée justement à la personne qui se trouve en faute et parfois qui commet des crimes? Absolument. Alors, il y a déjà l'existant dans le système actuel. Le juge d'instruction ou le procureur peut parfaitement ne pas incarcérer la personne qui se trouve accusée et la laisser, la poursuivre en état de liberté ou sous caution par exemple, ou sous contrôle judiciaire avec le devoir de pointer à la police une fois par semaine ou une fois par mois. Donc il y a déjà un système en place. Ce système pourrait être renforcé en termes par exemple de peines alternatives aux peines privatives de liberté. Il y a des pays qui ont le bracelet électronique. Ça sert à rien de renflouer les prisons qui sont déjà engorgées, alors qu'on pourrait contrôler les personnes qui soit avant leur jugement, soit après, sans forcément les incarcérer. Je pense franchement que l'incarcération devrait être réservée aux crimes les plus violents. Pas aux crimes financiers, pas à d'autres crimes. Il faut vraiment que le crime soit, dans tous les sens du terme, très violent pour mettre quelqu'un en prison. D'accord, donc on sera nécessairement loin de pouvoir épuiser toutes les problématiques ou toutes les propositions qu'on pourrait formuler pour améliorer le système judiciaire marocain. On a évoqué brièvement, pour y revenir, le code pénal ou la procédure pénale dans son ensemble. Il y a d'autres aspects de réforme qui doivent ou qui pourraient améliorer le système existant, notamment en ce qui concerne le code de la famille. On y a fait référence également dans un précédent entretien. On développe justement, on en profite pour en développer davantage ce qui pourrait être fait de mieux en matière de code de la famille pour justement améliorer la situation existante. Tout à fait. Alors, il faut dire que tous les domaines du droit ont besoin de réforme. Mais avant même de parler des différents domaines du droit, je voudrais parler, et on aurait peut-être dû en parler au tout début de l'émission, des moyens alloués à la justice. Les moyens, j'insiste, sont très insuffisants. Une bonne justice est une justice charismatique, une justice qui a une aura, une justice qui est classe. Or, il est tout à fait anormal que les magistrats aujourd'hui sont encore mal payés. Pour information, un jeune juge débarque. Il y a eu une amélioration, certes, il y a eu une amélioration. Il me semble que leurs salaires de départ de base sont passés de 9 000 à 14 000 dirhams en début de carrière, vers en milieu de carrière 20 000 dirhams, pour finir à 30 000 dirhams à l'âge de la retraite. Dans un domaine aussi fondamental pour les droits des citoyens et sensible, ça me semble nettement insuffisant. Insuffisant d'abord parce que le coût de la vie, 14 000 dirhams à Casablanca, pour un magistrat avec une femme et des enfants, il ne faudrait pas lui reprocher de céder à la tentation de la corruption. Et c'est très souvent ce qui se passe. Maintenant, quand je dis les moyens, il n'y a pas que les salaires des magistrats, il y a également les infrastructures. Encore une fois, il y a eu une amélioration dans les infrastructures. Mais on est parfois désolé de ce qu'on voit. Quand vous allez dans un tribunal où les chaises sont cassées, dans un tribunal où il y a des poubelles en face, dans un tribunal où les fonctionnaires sont mal vêtus, où la sonorisation ne marche pas, où il fait 55 degrés à l'intérieur de la salle d'audience à Beni Mellal en plein mois de juillet-août. Tout ça, ça participe de la classe et du charisme et de l'aura de la justice. Et tant qu'on n'aura pas mis ces moyens, j'ai oublié les moyens numériques, les moyens technologiques. Au jour d'aujourd'hui, il est scandaleux qu'en 2020, il faille se déplacer
à Oujda pour y déposer un procès civil. Alors on nous dit que c'est en cours, mais il ne faudrait pas trop que ça tarde. Il est anormal de ne pas pouvoir envoyer une requête par les moyens électroniques, de la payer par les moyens électroniques et de faire, j'allais dire servir, et de faire notifier la partie adverse par les moyens électroniques. Que l'huissier de justice soit payé non par vous ni par le tribunal, mais électroniquement. Donc, ça ferait gagner beaucoup de temps et d'énergie, et c'est peut-être aussi une source supplémentaire de revenus. De revenir sur cet aspect financier, on dit toujours que la justice marocaine n'a pas de moyens, mais c'est paradoxal parce qu'elle fait rentrer beaucoup d'argent. Je voudrais vous rappeler que la taxe judiciaire sur les montants réclamés en justice est de 1%, ce qui est énorme et probablement assez rare dans le monde. Et donc, cet argent est réalloué au budget général de l'État. Et est-ce qu'on ne pourrait pas rêver d'une justice financièrement autonome et financièrement administrative? Je me souviens, il y a très très longtemps, j'avais demandé à un greffier, et je salue le corps des greffiers, c'est une profession fondamentale dans les tribunaux, c'est eux qui gèrent les dossiers au quotidien. Et j'avais demandé à un greffier, votre imprimante ne marche pas? Il m'a dit non, il faut qu'on passe commande au ministère de la Justice à Rabat. C'était dans une autre ville. Alors où est l'autonomie financière, l'autonomie dans un souci d'efficacité? Donc la question financière, on le comprend tout à fait en ce qui concerne les réformes de la justice, chapeaute et même précède toutes les autres questions. Cela dit, on a démarré sur la question, les réformes qu'on peut engager en matière pénale. Il y a aussi d'autres aspects de la justice plus singuliers qui ont aussi besoin peut-être de rehausser les normes qui les régissent et le cadre qui les réglemente en quelque sorte. Et je pense notamment au code de la famille et donc nécessairement à, disons, une volonté qui pourrait être justement, qui pourrait mener ce cadre-là juridique à améliorer ces standards, mais également justement la réponse qu'il peut apporter aux citoyens qui se sentent lésés et qui portent plainte dans ce cadre-là. Tout à fait. Alors en matière de droit de la famille, c'est vrai qu'il y a eu des progrès formidables qui ont été réalisés. Je dirais par exemple, pour prendre deux avancées considérables, c'est que la femme est au même niveau que l'homme en matière d'accès au divorce, ce qui n'était pas le cas. Ça peut paraître très choquant, mais la femme marocaine avant 2004 était répudiée, c'est-à-dire renvoyée, virée, sans même le savoir. Sans même le savoir, parfois elle recevait un jugement de divorce, sans y avoir participé. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Et je salue aussi le fait qu'en matière de pension alimentaire, le recouvrement de cette pension est puni pénalement, c'est-à-dire que les gens, les pères qui ne payent pas la pension alimentaire peuvent se retrouver en prison, et ils se retrouvent en prison, comme il se doit de l'être, mais il y a énormément d'autres problèmes. Je pense notamment à la gestion des mesures protectives de la femme et de l'enfance, de la femme et de l'enfant, avant le prononcé du jugement. Pour donner un exemple concret, le fait que l'un des époux se sauve avec l'enfant sans donner de nouvelles n'est pas un délit en soi, n'est pas réprimé. L'enfant appartient à tous les deux, en attendant que l'un obtienne le jugement du divorce, la garde. Et de manière plus importante, je pense à la détermination du montant de la pension alimentaire. D'autres pays ont un barème clair. C'est X% du salaire pour un enfant, X% du salaire pour 2 enfants ou des revenus. Au Maroc, c'est à la discrétion totale du juge. Ce qui, à mon sens, est une aberration et une injustice flagrante. J'avais ce cas, pour illustrer un peu, j'avais ce cas de gens assez fortunés. Et donc le monsieur, comme il se passe souvent le cas au Maroc, voulait se venger de son épouse suite au divorce en ne lui donnant presque rien. En gros, c'était une famille, on va dire, qui tournait à 200 000 dirhams par mois, et il lui offrait 4 000. Et je n'oublierai jamais cette réflexion d'un ami juge auquel j'avais demandé conseil. Je lui ai dit, monsieur lui propose, dans le cadre d'un divorce à l'amiable, 4 000 dirhams. Elle qui roulait en Mercedes et qui habitait dans les villas de Californie. Elle ne doit pas la prendre, n'est-ce pas? Elle ne doit pas accepter ça. Elle m'a dit qu'elle l'accepte. Parce que sur les 200 000, monsieur va amener un certificat de travail à 11 000 dirhams et le juge lui donnera 2 000 dirhams.
Et ce qui me fait penser à la charge de la preuve en matière de revenus. Dans le système actuel, c'est la femme qui doit prouver les revenus du mari. Ce qui est très dur à faire, voire impossible dans la majorité des cas. Donc quand on peut rien prouver, on n'obtient rien, on obtient un minimum. Je ne veux pas basculer dans un système hyper féministe non plus, comme dans d'autres pays où ce serait l'inverse, où ce serait l'homme qui serait lésé. Mais je pense qu'il y a à ajuster un petit peu la balance. Autre point important dans le système actuel du droit de la famille, la femme qui se remarie perd la garde automatiquement des enfants. Perd automatiquement la garde des enfants. Ça me paraît aussi une aberration, une injustice. Et je pense que ça ne tardera pas à changer. D'accord. On pourrait d'ailleurs consacrer effectivement des thématiques entières et entièrement consacrées à ce code de la famille et à d'autres thématiques ou à d'autres aspects qu'on a abordés parfois brièvement dans ces entretiens-là. Autre aspect que je voulais aborder avec vous dans ce volet consacré aux réformes du système judiciaire marocain, c'est celui effectivement des formes alternatives de justice qui peuvent en effet réglementer ou parfois donner satisfaction à des parties en conflit qui se sentent parfois lésées par justement l'accusé. On pense notamment aux médiations, premièrement, mais aussi parfois à des recours à des justices, disons, qu'on qualifie parfois d'internationales. Elles sont des justices privées lorsque effectivement les parties prenantes ne se limitent pas au cadre national. Absolument. Donc là, on parle de la médiation et de l'arbitrage qui existe déjà, mais qui devrait être vulgarisé et démocratisé. Alors pour rappel, la médiation, c'est le fait simplement de prévoir qu'une tierce personne, sans arriver à la justice, qu'une tierce personne essaiera de résoudre notre problème si vous et moi avons un problème, mais la médiation n'est pas contraignante. L'arbitrage, lui, est contraignant, et l'arbitrage est très intéressant, mais je pense qu'il est encore largement méconnu, et que je me pose la question de savoir s'il ne devrait pas être peut-être rendu obligatoire dans certaines matières. L'arbitrage, c'est donc une justice privée, il y a des chambres d'arbitrage, il y a des arbitres individuels, mais aujourd'hui dans le système actuel, il faut que les parties conviennent, se mettent d'accord pour confier cette affaire à un juge privé, on va l'appeler comme ça, un arbitre qu'on va payer, et ça a d'énormes avantages en termes de célérité, en termes d'efficacité, en termes d'expertise. Mais à ma connaissance, il y a des matières qui sont exclues du champ de l'arbitrage. Alors, l'arbitrage est autorisé par exemple en droit du travail. On peut aller chez un arbitre qui va déterminer, qui va régler le litige et qui va lui allouer de façon définitive des dommages et intérêts, pour licenciement abusif par exemple. Mais il y a d'autres matières, comme le droit de la famille par exemple. Le droit de la famille, il n'y a pas d'arbitrage, à ma connaissance, il n'y a pas d'arbitrage possible. Ça doit passer par un tribunal étatique. Donc, il conviendrait peut-être d'élargir le champ de l'arbitrage, de le vulgariser. Quand je dis vulgariser, c'est-à-dire de lui donner une plus grande publicité, ne pas le réserver à une élite intellectuelle, une élite d'intellectuels qui seraient, eux, finement au courant de cette possibilité, mais que ce soit plus accessible à tout le monde. En fait, je voudrais rebondir par analogie entre l'arbitrage et la réforme de la justice pénale. Il y a un point, et je suis très curieux, très surpris que les décideurs marocains ne l'aient jamais abordé, je ne l'ai jamais vu être discuté nulle part. C'est ce qu'on appelle en français la transaction pénale, et qui nous vient des anglo-saxons, le plea bargaining. La transaction pénale, c'est quoi? C'est quand quelqu'un est accusé de quelque chose, il a parfois intérêt à négocier une peine réduite directement avec le bureau du procureur. Donc ça existe depuis très longtemps dans les pays anglo-saxons. Il me semble que la France l'a introduit dans les années 2003-2004, mais simplement pour certains petits délits. La France et l'Italie à petite dose, alors qu'aux États-Unis, même un meurtre pourrait faire l'objet de négociations. En gros, le procureur va dire « Vous avez commis un crime ou un délit qui est passible de 5 ans ou de 10 ans de prison. Ne nous perdez pas notre temps, mais dès le début, dès l'arrestation, ne nous perdez pas notre temps.
je vous offre un deal. Au lieu de faire 10 ans, vous reconnaissez, on ne va pas perdre les moyens de la police, les ressources de la police et de la justice. Vous reconnaissez et on aménage votre peine. Ça peut passer de 5 ans à 1 an et demi. Sur les 1 an et demi, je pense que ça désengorgerait les tribunaux et les prisons. On a démarré sur une note de comparaison entre les différents systèmes judiciaires et les différentes façons de rendre la justice. Et je faisais référence dans mon propos introductif à votre parcours ici et là, en Europe, aux États-Unis, mais également au Maroc. On termine sur une note un peu similaire. Donc, je vous remercie pour votre participation à cette série d'entretiens consacrés à la justice au Maroc. C'est moi qui vous remercie.